Bonjour à tous, nous sommes ici dans le module Sciences humaines et dans cette partie que nous allons voir ensemble, nous allons essayer de définir le champ des sciences humaines et sociales, bien évidemment en relation avec le domaine de la santé. Les objectifs de ce chapitre sont donc les suivants. Nous allons tout d'abord essayer de définir le champ des sciences humaines et sociales, puis nous allons essayer de distinguer les principales disciplines s'y rattachant, et enfin, nous allons essayer de montrer l'utilité des sciences humaines et sociales au domaine médical. Si la formation des professionnels de santé ignorait la dimension sociale, le professionnel formé serait peu armé face à des défis qui sont autres que ceux que pose directement la maladie. Des défis tels que ceux relatifs au développement, des défis tenant au changement démographique, des défis relatifs au changement du statut social, au changement du statut des femmes, des défis s'adaptant au mouvement migratoire, et la liste est longue. Autrement dit, la rencontre des sciences de la santé et des sciences humaines et sociales est dans l'ordre des choses. La question qui s'impose à nous durant tout ce module est donc la suivante. Les sciences humaines et sociales peuvent-elles aider les futurs médecins dans l'exercice de leur profession? La réponse est bien évidemment oui. Ainsi, nous allons voir durant nos différentes séances comment les sciences humaines et sociales peuvent vous être utiles dans votre future carrière. À la différence des médecins de l'Antiquité, les praticiens d'aujourd'hui disposent d'instruments performants. En effet, les médecins peuvent faire pratiquer des analyses des tissus, du sang ou des urines, regarder à l'intérieur du corps grâce à la radiographie et à l'échographie. Mais malgré tout cela, les instruments les plus évolués ne suffiront jamais pour produire mécaniquement le jugement du médecin, et pour cause, il a affaire à la fois à des maladies génériques, comme le chercheur en laboratoire, et à des individus malades, tous différents les uns des autres. Autrement dit, l'interprétation exige une connaissance approfondie et nuancée du monde humain, des mobiles déclarés ou inavouables des actes, des mécanismes de la honte et de la peur, de l'appartenance sociale et du contexte du moment. Or, la médecine ne se suffit pas uniquement à l'interprétation des symptômes qu'elle a sous les yeux. De nos jours, la médecine devient internationale. Qui dit international dit également que les différentes cultures ne construisent pas la même image du corps, par exemple. Elles n'attribuent pas la même signification à ses différents membres et également ne favorisent pas les mêmes groupes au sein de la population. Ainsi, le médecin est censé, pour ne pas dire doit obligatoirement comprendre l'être entier et non pas uniquement les symptômes qu'il a sous les yeux. En effet, le médecin doit placer l'être humain dans son contexte social global. L'avènement technologique a fait que de nouveaux médicaments et instruments sont venus en aide aux médecins. Mais ces derniers ne suffisent pas. En effet, la coopération du patient est plus que nécessaire. Le traitement est ainsi plus efficace quand le malade croit en sa force et qu'il exprime une réelle volonté de se soigner. Cette croyance dépend de l'aptitude du médecin qui peut aller de l'indifférence et de la condescendance à la chaleur communicative et à l'optimisme contagieux. Nous gardons tous à l'esprit que la médecine est tout d'abord une réponse à la souffrance, une réponse à l'angoisse de la personne se savant en danger, fragile et mortelle, menacée de solitude, d'abandon et appelant à la solidarité et au soulagement. Ainsi,
Selon le psychiatre Henri Hay, la médecine n'est ni science exacte ni science humaine. Il en faisait lui aussi une discipline à deux voies. Science naturelle vivante, soumise à la flèche du temps biologique, évoluant dans la culture comme dans un milieu, tandis que le fond du problème de la médecine reste l'irréductibilité de la maladie à une forme naturelle. Ce que le médecin perçoit n'est pas quelque chose mais quelqu'un. La maladie est une objectivité immergée dans les rapports d'intersubjectivité. Les sciences humaines et sociales forment un ensemble de disciplines étudiant différents aspects de la réalité humaine sur le plan de l'individu comme sur le plan collectif. Elles regroupent de nombreuses disciplines scientifiques qui cherchent à expliquer des phénomènes dont les explications ne relèvent pas uniquement de la biophysique, mais plutôt des influences des faits sociaux, des autres ou de l'environnement sur les actions, comportements et attitudes humaines. Ces domaines de recherche sont nombreux, allant de la géographie à la psychologie sociale, en passant par la linguistique, la démographie, l'histoire, l'anthropologie ou encore la sociologie. Nous retiendrons donc que les sciences humaines et sociales constituent un ensemble de sciences étudiant les mêmes faits sociaux mais selon un regard différent. En d'autres termes, il s'agit d'un ensemble de disciplines qui se donnent pour objet d'étude divers aspects de la réalité humaine. Il est également important de noter que les sciences humaines et sociales étudient la médecine, la maladie et la santé sous leur forme culturelle et sociale et non pas seulement sous leur forme biologique. Nous venons donc de voir que les sciences humaines et sociales étudient les faits sociaux, mais qu'est-ce qu'un fait social ? Les faits sociaux sont donc des activités présentes dans la société et qui engendrent une organisation humaine autour de celle-ci. En d'autres termes, il s'agit de toute manière d'agir, de penser, de sentir qui existent en dehors des consciences individuelles et qui exercent une contrainte sur l'individu. La santé, la maladie, la médecine sont donc des faits sociaux. La santé est un fait en rapport avec la biologie et la psychologie qui traitent des populations et des sociétés. Le domaine de la santé est devenu une valeur sociale cherchant à garantir la condition et le sentiment de bien-être et la possibilité d'être accepté par la société en tant qu'individu sociétal et biologique, un individu capable d'agir et de travailler. À cet effet, les sciences humaines et sociales sont alors devenues nécessaires pour une meilleure connaissance psychologique et sociologique des besoins et des comportements des populations. Au cours de ces dernières années, les sciences humaines et sociales ont investi le domaine de la santé et leur développement a contribué à faire apparaître les aspects de la santé en imposant une nouvelle vision et en s'intéressant à l'environnement, au travail et à l'écologie. Commençons tout d'abord par définir ce que c'est que la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé est un état de bien-être complet physique, mental et social et ne constitue pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé, objet de tous les espoirs mais aussi de toutes les craintes, constitue un champ de recherche vaste et varié en sciences humaines et sociales, et ce, depuis longtemps. D'ailleurs, nul ne peut ignorer que la santé est l'une des préoccupations majeures de la société. À l'opposé de la santé, nous avons la maladie. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie
est une modification ou écart par rapport à l'état physiologique dans une ou plusieurs parties du corps qui se manifestent par des symptômes et des signes caractéristiques et dont l'évolution est plus ou moins prévisible. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en sociologie, la maladie est considérée comme étant une déviance sociale. Pourquoi? Car elle désocialise l'individu. La santé peut donc être abordée sous l'angle des sciences humaines et sociales, et ce, à travers différentes disciplines, comme par exemple à travers l'histoire, et plus exactement l'histoire de la médecine, à travers l'anthropologie de la santé, la sociologie de la santé, la psychologie de la santé, la géographie de la santé, l'économie de la santé, et la liste est encore longue. Cette réflexion ne s'impose pas, une culture spécifique est donc nécessaire, et ce, à travers les savoirs constitutifs des humanités classiques et des sciences humaines et sociales modernes au sens large, à travers la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, l'histoire, la géographie, la linguistique, auxquels s'ajoute le regard du droit, de l'économie, des sciences politiques, de la psychanalyse, avec une attention particulière aux arts. Intéressons-nous tout d'abord à l'histoire de la médecine. Je tiens cependant à vous signaler qu'un chapitre plus détaillé sera consacré à cette partie durant ce module. Les Grecs et le serment d'Hippocrate, Oribase de Byzance et sa monumentale encyclopédie médicale, Avicenne et les médecins arabes, les premiers anatomistes, l'histoire de la médecine a longtemps retracé les avancées de cette science au fil des civilisations. Depuis le début du XXe siècle, cette histoire est interrogée par les développements de l'histoire des sciences, prenant des orientations plus critiques. L'un des pionniers de cette nouvelle histoire de la médecine est l'Allemand Henri Siggeritz, fondateur de l'Institut d'histoire de la médecine aux États-Unis, qui initie une approche culturelle, sociale et économique de la discipline. En France, les travaux de Georges Canguilhem et Michel Foucault questionnent le rôle de la médecine dans une vision plus large de l'individu ou de la société. De l'histoire des grandes épidémies au vécu des malades, de la vie de laboratoire à l'analyse des institutions, l'histoire de la médecine se déploie aujourd'hui dans le vaste champ de l'histoire culturelle. Voici le texte du serment d'Hippocrate que vous prêterez lors de votre thèse à la fin de votre cursus universitaire. Le texte est le suivant. Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité. Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes malades sera mon premier but. Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés. Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Les médecins seront mes frères. Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon patient. Je maintiendrai strictement le respect de la vie humaine dès sa conception. Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une façon contraire aux lois de l'humanité. Je m'y engage librement et sur mon honneur. Passons maintenant à l'anthropologie de la santé. Les tentatives d'expliquer et de modifier les états du corps humain sont présentes dans toutes les cultures du monde. Depuis le XIXe siècle,
les anthropologues s'intéressent à étudier les pratiques de soins et de guérison parmi des peuples lointains, ainsi que leur idée concernant le corps humain, les maladies, la reproduction. L'anthropologie de la santé s'est constituée en spécialité lorsque, dans les années 50, des anthropologues anglo-saxons ont été pressentis pour participer à des enquêtes d'épidémiologie touchant notamment l'alimentation et les soins du corps dans les sociétés occidentales. Depuis, cette branche de l'anthropologie s'est diversifiée en intégrant à son objet les théories, les pratiques et les institutions de la biomédecine moderne. Au-delà d'une anthropomédecine qui étudie les savoirs populaires comme éléments de culture, l'anthropologie s'intéresse à tous les usages du corps confrontés à la reproduction, la sexualité, la maladie, la thérapeutique, la chirurgie, ainsi qu'aux lieux, cadres et systèmes de recherche médicale, de soins, de santé comme les hôpitaux, les industries pharmaceutiques et les associations de soins. Intéressons-nous à présent à la sociologie de la santé. La sociologie de la santé est née dans les années 50 aux États-Unis. Elle est alors avant tout une sociologie de l'institution médicale qui s'intéresse à l'hôpital, son organisation, au rôle et au pouvoir du médecin. Au cours des années 70, la sociologie de la santé apparaît en France. Les sociologues vont s'intéresser notamment aux malades comme acteurs et à sa gestion quotidienne de la maladie. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la santé à un grand nombre d'acteurs, usagers, collectifs de malades, médias, avec la question de leur rôle et pouvoir respectifs qui constitue l'interrogation la plus vive des sociologues. Intéressons-nous à présent à la psychologie de la santé. Il s'agit là d'une discipline qui est très récente et qui a vu le jour grâce notamment à la mise en place en 1976 de l'Association américaine de psychologie. La psychologie de la santé s'est développée très rapidement en moins de 30 ans dans le monde anglo-saxon, mais n'est apparue en France qu'à partir des années 1990. La psychologie de la santé intègre les apports de la biologie, des neurosciences, de la psychologie clinique et sociale pour étudier les différents facteurs psychiques, sociaux et biologiques qui interagissent dans la santé. Ces deux principaux objectifs restent la compréhension des mécanismes en jeu dans les maladies et la promotion de l'hygiène de vie. Elle s'intéresse aux conduites à risque, comme par exemple le tabac, la sexualité, à la manière dont les individus s'ajustent à la maladie, au soutien social des malades, ainsi qu'aux conséquences du stress. Regardons maintenant de plus près la géographie de la santé. La géographie de la santé s'appuie sur une très longue tradition initiée par Hippocrate lui-même qui avançait le rôle du climat et de l'environnement, mais aussi de la localisation géographique sur l'apparition des maladies. Elle étudie les maladies selon les inégalités de répartition territoriale, mais également la géographie des soins médicaux en termes d'inégalités spatiales d'accès, d'offres et de besoins. Les recherches qui prennent en compte le contexte social et économique, ainsi que l'environnement, tant physique que climatique, s'orientent maintenant vers les inégalités au sein de territoires beaucoup plus restreints comme les villes. La dernière discipline à laquelle nous allons nous intéresser est l'économie de la santé. L'essor de l'économie de la santé date des années 60 en France, mais aussi dans les autres pays occidentaux, dans un contexte de croissance des dépenses de soins. À l'interface entre les pouvoirs publics, les administrateurs des systèmes de soins et le milieu médical, cette discipline connaît une multitude d'approches théoriques et de domaines de recherche. Cette diversité, à défaut d'une totale cohérence, lui apporte sa richesse. Si de nombreuses études sont axées sur le financement du recours aux soins médicaux, la croissance du marché de la santé ou le coût de telles maladies spécifiques, l'économie de la santé ne néglige pas la dimension éthique. Pour conclure, on peut donc dire que la science médicale, source d'efficacité, vise à terme le soin d'une personne malade, souffrante, dans une relation qui met en jeu et configure le lien social. Elle s'associe
à une réflexion sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, à une compréhension des enjeux et des limites de l'agir médical, à une présence respectueuse et bénéfique auprès d'autrui, et également à la conscience d'une responsabilité envers la société. Nous allons donc terminer par cette citation de Rabelais qu'il est important pour chaque professionnel de santé de retenir. Cette citation est la suivante: « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je vous remercie pour votre attention.